Comme quoi la plage a toujours été matière à débat. Loin de la foule des congés payés, on va se retrouver seul dans un instant, dans un petit coin magique de la Forêt Noire grâce à Simon. Simon, c'est notre téléspectateur d'Arte qui nous invite aujourd'hui. Mais avant cela, on met les voiles vers les Caraïbes, direction Marie-Galante, une île de la Guadeloupe où se cache l'or des îles, une pépite qui traverse les siècles dans un endroit presque suspendu dans le temps. Qui n'a jamais rêvé de pouvoir voyager dans le temps ? Au cœur de la mer des Caraïbes, à 30 km au sud-est de la Guadeloupe, une île rattachée au département français d'Outre-mer semble surgir du passé. C'est Marie-Galante, l'île aux 100 moulins. Comme les hommes, ils pourraient raconter qu'ici tout ne fut pas toujours douceur et volupté. Bonjour la société, bonjour Carmen. La canne à sucre a modelé Marie-Galante, pour le pire et le meilleur. Alors que sur les îles voisines, on transporte la canne à l'aide d'un tracteur, Alex, lui, travaille à l'ancienne. Plombier et casier. Je vais couper la canne. Restez là gentiment. Gentiment. Depuis que je suis tout petit, mon papa, ma maman et moi, on a toujours coupé la canne à la machette. Aujourd'hui, on le fait aussi à la machine. Mais lorsqu'on coupe la canne à la machine, on brûle parfois la canne. Moi, quand je coupe la canne, je coupe tout le temps ma canne de façon propre. Ici, la canne serait plus sucrée qu'ailleurs. Contrairement aux îles volcaniques des Antilles, la terre de Marie-Galante est calcaire. Et de sa canne à sucre, on extrait, dit-on, l'un des meilleurs rhums agricoles au monde. Bonjour Carmen, bonjour Carmelita, bonjour Carmen. Avec ces charrettes-là, on peut porter 5 tonnes de canne. Et les bœufs tirent sans problème et portent la charge à l'usine. C'est une sorte de compétition entre agriculteurs. Les agriculteurs qui savent que les animaux peuvent tirer 4 tonnes se disent « Demain, je vais faire 5 tonnes ». Il y a une compétition folklorique entre agriculteurs. Marie-Galante, ce sont des champs de canne à sucre à perte de vue parce que c'est avant tout un pays agricole. Et on ne peut pas se résigner à laisser tomber la canne pour faire autre chose. C'est Christophe Colomb au XVe siècle qui a introduit la canne à sucre dans la région. Un siècle plus tard, ce sont les esclaves qu'on importa d'Afrique. Ce n'est qu'au XVIIe siècle que les colons juifs hollandais exilés du Brésil développèrent les techniques de fabrication et permirent de faire de la canne à sucre une culture rentable. Notre voyage dans le temps nous conduit dans l'une des 3 distilleries de l'île. Ici, on a conservé les machines du siècle dernier. Le vieil alambic, utilisé jusqu'en 1955, ainsi que la chaudière, qui a fonctionné jusqu'en 2004, sont toujours en place. Peu de choses ont changé. Bonjour. Ça va? Et ça produit? Ok. On travaille encore comme on fabriquait le rhum presque au siècle dernier. C'est encore ici
l'homme qui va commander la machine et non pas la machine qui commande l'homme. Ça nous permet vraiment de nous ajuster instantanément, mais suivant nos goûts, pas suivant des normes. Cette distillerie fonctionne depuis 1860 sous les auspices du révérend père Labat, qui 2 siècles plus tôt aux Antilles aurait été sauvé par un breuvage issu de la fermentation de différents déchets sucrés. Une solution que le missionnaire dominicain aurait ensuite passée par un alambic afin d'obtenir un liquide clair appelé tafia ou guildive, l'ancêtre du rhum en quelque sorte. Le rhum s'évapore, on appelle ça ici, comme dans tous les autres alcools, d'ailleurs, c'est la part des anges. Mais on a une part des anges qui est directement proportionnelle à l'âge de nos fûts. Plus le bois sera vieux, plus il sera perméable à l'air. Et donc plus les anges vont être contents parce qu'ils vont récupérer encore une plus grosse partie. À Marie-Galante, les vestiges de moulins nous transportent au temps où, bien avant les distilleries, on broyait la canne à sucre, mais aussi ceux qui la récoltaient. Ces moulins se trouvaient au cœur de l'activité des exploitations sucrières coloniales, qui devaient leur richesse à l'esclavage et au commerce triangulaire. En 1790, sur 11 500 Galantais, 9 400 étaient des esclaves. Une histoire que porte l'un des conservateurs de l'habitation Murat, qui fut en 1839 la plus grande plantation de canne à sucre de Guadeloupe. Travailler ici, c'est important par rapport à ma famille, du côté de ma mère, qui vient d'une ancienne habitation sucrerie. Outre la maison de maître, l'habitation Murat comportait les bâtiments usuels d'une sucrerie. Moulin à bêtes, à vent, mais aussi batterie de chaudière, purgerie, vinaigrerie. Les esclaves y travaillaient 7 jours sur 7 et dormaient dans des cases au pied de l'habitation. Beaucoup d'esclaves mouraient très jeunes, usés par un travail difficile et dangereux, par les châtiments corporels, les maladies, les privations et la malnutrition. J'ai une pensée quasi quotidienne du travail des ancêtres sur les habitations, qu'ils ont vécu un calvaire comme sur l'habitation, parce qu'il ne faut pas oublier les différents sévices que les esclaves ont subis sur les habitations. Donc il a fallu mener un combat pour que effectivement cette histoire soit enfin reconnue. Tout n'est pas encore parfait, mais je pense qu'on est peut-être sur la bonne voie. J'estime effectivement que j'ai un devoir de mémoire, mais aussi un devoir de transmission du patrimoine. Aujourd'hui, les descendants de ces esclaves se réapproprient leur histoire et les légendes qui leur ont redonné leur place d'hommes libres. Un écrivain s'est emparé de la plus célèbre d'entre elles, l'histoire de la mare aux Ponches, un lieu-dit au beau milieu des champs de canne, au pied d'une ancienne habitation sucrière. Alors ici, on est, je dirais, dans le cœur de Marie-Galante, quelqu'un qui veut connaître Marie-Galante, qui veut apprécier la population. Le pays doit venir ici. Pourquoi? Parce que dans l'histoire, il s'est passé des choses ici. Il y a quelque chose d'ésotérique, il y a quelque chose d'historique, quelque chose de tragique. Parce qu'en 1848, le jour de l'abolition de l'esclavage, d'après ce qu'on dit, forcément, les gens étaient en train de festoyer. Après 3 siècles d'esclavage, on ne peut pas à ce moment-là, ce jour-là, rester assis chez soi. Eh bien, qu'est-ce que les gens ont fait? Les anciens esclaves, franchement affranchis, libérés, ils ont pris leur contingent de rhum, de sucre, ils ont déversé, n'est-ce pas, dans cette mare, et tout le monde a dû prendre le petit punch à même, je dirais, cette mare. C'est pour dire, voilà ce que vous avez fait de nous, voilà tout le sang versé. Eh bien, aujourd'hui, on le rejette à même la mare.
Et voilà ce que ça vaut pour nous. Et c'est pour ça aussi qu'après l'abolition de l'esclavage, beaucoup de Noirs ont délaissé la canne. Et l'Antillais est devenu aujourd'hui celui même qui était dans le champ, demandait à son enfant d'aller à l'école. Et depuis, Marie-Galante est resté dans la légende un pays où il ne fallait pas trop chatouiller le peuple marie-galantais parce que nous avions ça en nous, c'est le côté authentique et on n'acceptait pas qu'on puisse nous voler notre part de vérité, notre part, je dirais, aussi de bonheur. Ce bonheur aujourd'hui, c'est une douceur de vivre perceptible partout. Elle a pris le pas sur les souffrances d'antan. Les esprits se sont apaisés et les Galantais profitent de la vie à leur rythme. Comment ça va? Bonjour, comment ça va? Quelles sont les nouvelles? Il paraît que tu étais malade? Bon, moi, je vide mon verre. Bon, on va basculer. Ah, moi, on va jouer. Nous sommes réunis tous ensemble autour des dominos. C'est la tradition. On peut parler de nos journées de travail, de nos récoltes de canne à sucre. On ne veut pas que la canne, le rhum et les soirées dominos disparaissent. On veut éviter ça et faire perdurer les traditions. Allez, à toi de jouer. On quitte la Guadeloupe au coucher du soleil pour nous retrouver aux premières lueurs du jour en Allemagne. C'est ça, la magie d'invitation au voyage. C'est grâce à Simon qu'on y va. Simon, il est sculpteur de bois à Grafenhausen, une petite commune de la Forêt-Noire au sud de l'Allemagne. Il est sculpteur de bois